Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour Raphaël Offier. Vous êtes conseiller métropolitain, ancien président de la métropole. Alors vous avez suivi l'actualité d'hier soir, c'était la nomination complète du gouvernement. Quand vous regardez cette liste, vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité? Ouais, je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit, moi je constate d'abord qu'on a un Premier ministre qui est plutôt, doué, qui est plutôt actif, intelligent, volontariste, mais on a quand même un gouvernement qui pour l'instant a été plutôt un gouvernement de gestion de crise, qui a géré la crise agricole, qui a géré la crise à l'éducation nationale. Je l'ai déjà dit, moi, qui est un gouvernement qui tire très clairement à droite. Je crois que la présence de Madame Vautrin, de Rachida Dati, de Madame Dati en sont une belle expression. Alors aujourd'hui, on a sans doute une bonne nouvelle parce que Madame Belloubet, qui remplace l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, c'est plutôt une bonne chose. On a un C'est nouveau mieux que ministre. Bayrou? Je ne sais pas si c'est mieux que Bayrou, mais en tout cas, il fallait faire quelque chose et ils l'ont fait. Ça a mis longtemps quand même, ça a pris un mois. Et puis, je crois qu'il y a un ministre des Transports. Alors, moi, je regrette toujours parce que le logement étant une question majeure dans ce pays qui ne cesse d'augmenter, de changer encore de ministre du Logement. Mais on a l'ancien ministre du Logement qui devient ministre des Transports et je sais combien il est spécialiste de ces questions-là. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis ensuite, on verra bien comment les choses fonctionnent. Pas de locaux, et chaque fois qu'on a cité des locaux qui pouvaient monter, c'était des gens qui venaient de la droite. C'était Vincent Dès, Oui, c'était oui, François-Noël oui, Buffet. c'est ça. On a cité, je crois, Monsieur Buffet, Alexandre Vincendet. Il n'y a personne des territoires. Un gouvernement qui est sans doute un peu moins parisien qu'il était la première version, puisqu'on voit qu'il y a des gens des territoires. Ma foi, Vous n'avez pas répondu majorité ou opposition? moi, je ne suis pas je ne suis pas dans une opposition systématique, mais Joker. non, c'est pas un joker, c'est que je considère que ce gouvernement, et je l'ai déjà dit, eh bien, ma foi, tire à droite. La loi immigration, je ne vais pas revenir sur les mesures qui ont été prises et qui, à titre tout à fait personnel, ne me conviennent pas. On va voir comment s'exerce ce nouveau gouvernement. Alors vous avez parlé du ministre du Logement, on va y revenir un petit peu, c'est Guillaume Kasbarian, qu'on connaît, député Renaissance, parce que c'est lui qui avait proposé porter la loi anti-squat, et qui voulait, avant que le Sénat d'ailleurs trouve qu'il soit un peu trop dur, proposer une peine de 6 mois de prison pour les squatteurs qui ne payaient pas leur loyer. Ouais, alors c'est clair que dans ce gouvernement, je disais, il y a des bonnes nouvelles, il y en a qui sont moins bonnes. Celle-là, à mon sens, semble moins bonne à travers effectivement ce que vous venez de décrire, mais aussi sans doute ce qu'a dit Gabriel Attal dans sa déclaration à l'Assemblée nationale, où il indique quelque part une tentation, en tout cas, de remettre en question la loi SRU, la loi qui fixe le minimum de logements sociaux par commune. On verra d'ailleurs, y compris là-dessus, si les choses s'engagent ou pas. Moi, je considère que le logement est une question nationale majeure et que pour l'instant, les orientations qui sont indiquées, les atermoiements, le changement de ministre du logement, l'absence de mesures, qui sont d'ailleurs, y compris des absences de mesures locales fortes, eh bien, font que cette question-là va devenir quelque chose de majeur dans les années qui viennent. Sur le logement, ni le gouvernement, ni les écologistes ne font ce qu'il faut faire. Vous savez, sur la métropole, le plan d'urgence, c'est 10 millions d'euros. Je rappelle que le plan vélo qu'on a voté, c'est 500 millions d'euros. C'est pour faire quelques comparaisons quand même en Le plan termes. d'urgence se rajoute aux investissements qui Oui, étaient oui, déjà enfin, prévus dans le les logement. 10 millions d'euros, c'est en plus 10 millions d'euros qui sont finalement des sommes un peu recyclées d'autres engagements. J'étais hier, moi, à Montpellier. Montpellier, c'est plus de 30 millions d'euros mobilisés uniquement par le premier bailleur social de la métropole de Montpellier. À Montpellier, il y aura en 2026 deux fois plus de production de logements que sur la métropole de Lyon. En proportion, on voit bien l'écart et donc il y a un véritable problème. Et je pense qu'il faut que la métropole se mobilise encore plus fortement sur cette question qui, à mon sens, avec la sécurité, avec la propreté, vont être des enjeux majeurs sur cette métropole. En parlant d'hébergement d'urgence, on sait qu'il y a historiquement un ping-pong un peu entre la préfecture et la métropole sur les jeunes étrangers, ça va selon qu'ils sont Ouais. majeurs ou mineurs. Là-dessus, vous avez voté un vœu Oui, pour la reconnaissance de la présomption de minorité. oui. Ça veut dire que vous considérez que c'est à la métropole de s'occuper de ces jeunes, ou vous gauchisez en fait? Non, pas du tout. Non, non. Enfin, je suppose que je me gauchise, peu importe, c'est pas le sujet. Non, non, le sujet, c'est que cette question des mineurs non accompagnés est une question majeure avec un flux extrêmement important. Et je sais par expérience que la métropole qui a la compétence de la protection de l'enfance n'a pas la capacité financière à chaque fois embrasser l'ensemble des sujets. Et l'idée, c'est de dire que l'État doit prendre au contraire sa part et l'État devrait, à mon sens, prendre en charge
la minorité, c'est-à-dire de prendre en charge l'évaluation de ces jeunes, et tant qu'ils ne sont pas évalués mineurs, que l'État les prenne en charge, et que la métropole ne prenne en charge les jeunes qu'une fois qu'ils sont réellement validés mineurs. Pourquoi présomption d'innocence? Parce qu'aujourd'hui... De minorité. De minorité, pardon, présomption d'innocence. Aujourd'hui, de minorité, c'est simplement parce qu'on constate que 8 fois sur 10, quand on constate qu'un jeune est majeur, 8 fois sur 10, au tribunal, on constate le contraire. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on puisse faire prendre en charge par l'État une bonne partie des choses pour que, eh bien, ma foi, la métropole ne prenne en charge que les mineurs et pas l'ensemble de ces jeunes, parce que ça pèse beaucoup sur les budgets et c'est extrêmement compliqué. Et en même temps, il faut bien évidemment s'occuper de ces jeunes. Je rappelle avant tout que ce sont des jeunes qui ont eu des parcours, pour bon nombre, extrêmement difficiles, extrêmement compliqués, et qu'on se doit bien évidemment de les accueillir avec dignité, avec humanité sur notre territoire. Ce que disait Renaud Père, c'est que ces jeunes sont en fragilité et il faut les prendre en charge quoi qu'il arrive. Mais la présomption de minorité, ça consiste à mettre des jeunes qui peuvent parfois être pas très jeunes, avoir une trentaine d'années, avec pour le coup des mineurs de 14-15 ans. C'est aussi le sujet. Ça pose d'autres Non, mais questions. Renaud Père a raison, c'est qu'on a aussi ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi dans des situations extrêmement complexes. Mais je rajoute aussi que pour positiver les choses, c'est que l'expérience que j'ai, c'est qu'en matière notamment d'insertion et de parcours professionnel, de parcours scolaire, ces mineurs non accompagnés ont des parcours qui sont très souvent excellents, qui sont très souvent remarquables, et je pense qu'on aurait à gagner à raconter plus souvent ces beaux parcours de ces jeunes qui arrivent ici complètement démunis et complètement déstructurés, et qui trouvent leur voie dans notre pays et dans notre métropole. Et là, c'est un succès de la métropole. C'est un succès, en tout cas, oui, je pense que c'est un succès de la métropole. En tout cas, c'est une volonté de la métropole, et moi, je soutiens effectivement le président de la métropole quand il prend des mesures pour faire en sorte que, sur cette question des mineurs non accompagnés, mais aussi sur l'ensemble de la protection de l'enfance, parce que derrière, ça a une incidence sur la protection de l'enfance, on aille encore plus loin. Un mot sur le Conseil de la métropole la semaine dernière, qui a beaucoup été occupé par le marché du chauffage urbain. Vous vous êtes abstenu au final, c'est parce que vous avez eu un doute sur ce marché? Non, moi j'ai pas eu de doute sur le marché. J'ai trouvé que d'abord les polémiques sur des mails anonymes, etc. Je crois que le président de la métropole a donné les explications, et si nous avions voulu montrer comment dire, que nous étions en parfait désaccord avec un véritable doute, nous aurions voté contre. Nous nous sommes abstenus parce que nous pensions que dans le processus et dans les explications, les choses n'étaient pas suffisamment posées, la communication n'avait pas été suffisamment bonne, mais c'est un dossier important, et en aucun cas nous faisons un faux procès au président de la métropole sur ce sujet-là. Je crois qu'il faut passer dorénavant à autre chose, même si j'ai vu que les Républicains, eux, souhaitaient aller plus loin. Je pense que ce n'est pas un bon service qu'on rend à la métropole d'aller de procès en procès. De leur attitude à la suspension de séance? La suspension de séance, elle était nécessaire pour avoir des explications. On a eu les explications du président de la métropole, elles m'ont suffi pour faire en sorte que nous nous abstenions, comme l'ont fait tous les groupes d'opposition, excepté les Républicains qui ont voté contre, et qui, je crois, aujourd'hui... Et qui n'avaient rien dit à la suspension de séance. Ouais, entament une action en justice. Je pense qu'on a autre chose à faire sur la métropole. Pour rester sur les Républicains, on les a vus se mobiliser cette semaine à Oullins pour dénoncer le plan vélo, un passage en force de la métropole. Là, ils saisissent le Conseil d'État. Là-dessus, qui a raison? Qui doit établir les plans de circulation? Je crois que c'est d'abord et avant tout la nécessité d'avoir un dialogue constant entre la métropole et les communes. Et force est de constater, c'est qu'on a d'un côté un président de métropole qui, sans doute, n'a pas eu suffisamment d'attention sur ce que faisaient ses vice-présidents, à mon avis, sur le terrain, en l'occurrence, et les a laissés négocier sans mettre quelque part son autorité de président de la métropole pour dire « attendez, on va se mettre autour de la table ». Et puis de l'autre côté, on a des maires, qui sont des maires essentiellement républicains, qui sentent bien qu'il y a sans doute entre guillemets un coup politique. Je pense qu'il faut retrouver la raison. Moi, je l'avais dit à plusieurs reprises, on a une métropole avec des outils qui nous permettent de collaborer, qui nous permettent de gouverner ensemble, qui nous permettent de monter des projets communs entre la métropole et les communes. Il faut simplement un peu d'intelligence collective et pas être obsédé uniquement par le conflit politique, et pour la métropole et pour les communes concernées. Juste pour finir, le président a annoncé une réforme de la loi PLM. Elle va dans le bon sens, même si ça ferait 3 scrutins à Lyon? Ouais, je trouve qu'elle va plutôt dans le bon sens. Il faudra voir les détails, puisqu'on n'a pas bien les détails aujourd'hui, mais de faire en sorte que les Lyonnaises et les Lyonnais puissent élire sur un nom le maire de Lyon ou la maire de Lyon, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Quitte à avoir 3 scrutins ou... Après, ça va être compliqué, parce que 3 scrutins le même jour, avec 2 scrutins, c'était déjà assez complexe. Avec 3, il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie, indépendamment des problèmes opérationnels. Un mot sur votre successeur à la mairie du 4e, Rémy Zinc, cette semaine.
qui disait que la différence avec vous, c'est que les écologistes ont le courage de faire les choses. Oui, je sais pas si c'est bon, je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi Rémy Zinc, comme ça, est aussi énervé. S'il considère que le courage politique, c'est de faire des trous dans la chaussée, bien libre à lui. Il a eu le courage politique à un moment donné. Vous savez, en 2001, il était candidat sur les listes de Raymond Barre. Il était RPR, il est devenu Vert. Ça, c'est du courage politique, de pouvoir changer d'orientation politique. Après tout, pour le reste, à chaque moment, on a fait, nous, dans le 4e, la place des Tapis, on a enlevé 70 places de stationnement. On a fait, autour du tunnel de la Croix-Rousse, on a enlevé 300 places de stationnement. Ils en auront enlevé un peu moins lors de leur mandat. On a fait des aménagements, mais ça, c'est pas du courage politique, c'est, j'allais dire, la volonté de transformer l'arrondissement. Mais il faut surtout pas qu'ils s'énervent. On est dans une opposition, nous, qui n'est pas systématique dans l'arrondissement. On est plutôt dans une opposition positive. Il faut qu'ils conservent cet esprit-là. On gagne jamais à taper sur la tête des gens qui vous ont précédé. D'abord, c'est pas très élégant, et puis c'est pas très efficace politiquement. David Kimmelfeld, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.